Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actualité de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffi-Fossoul, Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les évacuations de gymnases, les défections chez les Verts et le dîner des sommets. Ce mercredi soir, le gymnase Louis Chanfray dans le 2e arrondissement de Lyon a été réquisitionné durant 2 heures par le collectif Solidarité entre femmes à la rue. Près d'une centaine de femmes et enfants SDF ont ensuite été évacués par les forces de l'ordre, sollicités par la mairie de Lyon. C'est la 2e fois en quelques semaines après l'épisode marquant du gymnase d'Argent dans le 8e. Les associations sont furieuses, certains partenaires politiques des Verts comme les socialistes et les communistes également. Alors est-ce que Grégory Doucet a perdu son âme, comme l'indique le collectif Jamais sans toi? Damien, pour commencer. Alors d'abord, ça s'appelle l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que quand on n'a pas le pouvoir, on va dire voilà, il faut faire ça. Et puis quand on a le pouvoir, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas le faire. Effectivement, le discours du pouvoir lyonnais depuis le début, c'est de dire on veut personne à la rue, et ça peut s'entendre, hein, et on va mettre tous les moyens pour. En réalité, ils sont face à un mur, ils n'ont pas les moyens, ça relève effectivement de compétences de l'État. Ce qui me gêne dans le discours de Sandrine Runel, donc l'adjointe qu'on entendait ces jours-ci, pour défendre la position de cette évacuation, c'est de dire ces gens-là ne respectent pas les règles, ne respectent pas la loi en rentrant dans un gymnase sans demander l'autorisation. Je trouve que de la part de gens qui appellent à la désobéissance civile systématiquement, ou en tout cas qui soutiennent la désobéissance civile, je trouve que c'est un discours qui est un petit peu ambigu. Alors, je ne juge pas de l'incapacité de l'équipe municipale à gérer cette situation. C'est très compliqué. Et je pense que personne ne ferait mieux ni à droite ni à gauche. Je trouve juste que le discours n'est pas en adéquation, effectivement, avec tout ce qu'ils nous disent depuis des années. Et cette ambiguïté qui fait qu'en fonction de la situation, ben, ça nous arrange d'avoir un discours différent, tout simplement. Je pense qu'ils se décrédibilisent un petit peu par rapport à leur électorat, effectivement, puisqu'ils n'appliquent pas ce qu'ils ont dit. Il faut rappeler l'épisode de cet hiver où le gymnase Gabriel Rosset dans le 7e arrondissement avait lui été réquisitionné pour des mineurs non accompagnés. C'est différent quand on réquisitionne. Si c'est la ville qui réquisitionne, effectivement, on va accueillir les gens. De toute façon, il n'y a pas de solution derrière. La seule solution qui a été proposée à ces gens-là, dixit la ville de Lyon, c'est de les loger ponctuellement dans des hôtels. Ce n'est pas de toute façon une solution pérenne. Et moi, je peux entendre aussi de la part de ces gens qui sont à la rue. Je pense qu'on peut entendre de la part de ces gens qui sont à la rue avec des enfants que être logé 3 jours dans un hôtel, ça ne résout pas leur problème. Donc, je blâme personne. Je dis juste que faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Quoi. Romain est-ce qu'il a perdu son âme? On voit bien qu'il a beaucoup appris dans la gestion d'une crise comme celle-là. On sent que c'est rodé, l'intervention c'est immédiat. Après, vous avez les adjoints qui montent au créneau, le maire n'est pas directement exposé, donc l'adjoint à la sécurité, l'adjoint aux solidarités. Aux solidarités, Sandrine Runel, ça bon. Et donc, on sent que l'équipe a progressé par rapport au brouillon. On sent aussi que ce sont des gens qui ont une proximité avec ces collectifs, une proximité politique avec ces collectifs, et qui n'ont ils vivent assez mal le fait d'être désignés comme les méchants par ces collectifs dont ils sont proches quand même. Ils le vivent assez mal, cette idée de perdre son âme. On sent bien que ça les touche plus que si le même collectif des solidarités femmes reprochait à Gérard Collomb de faire la même chose. Et d'autant plus qu'il y avait cette espèce d'accord avec de go-between qu'allait jouer Marie-Charlotte Garin, la députée, qui allait dire, qui dit bon, à la fois il faut absolument qu'on trouve une solution, et en même temps la mairie doit jouer son rôle, mais c'est l'État les méchants. Et là, c'est pas si tellement l'État les méchants que ça, puisqu'ils font appel à la police nationale pour faire l'évacuation. Donc il y a une politique extrêmement complexe à gérer, on peut évidemment pas gérer parce que le prix du mètre carré à Lyon est tellement élevé qu'on peut pas gérer ça correctement parce qu'il n'y a pas de place. Mais évidemment, quand c'est quand même problématique pour Doucet, parce que là, on voit quand même des femmes et des enfants qui sont traînés par des policiers. Et ça, c'est quand même pas tout à fait la même chose que quand on a des mineurs isolés qui ont l'air d'avoir 22 ans et dont on dit « Ouh, mais ils sont pas en si mauvaise position que ça ». Là, c'est quand même, il n'y a rien à faire, c'est des femmes et des enfants, on peut pas dire où sont les hommes, quoi. Farid? Michel Noir avait dit qu'il préférait perdre une élection que perdre son âme. Je trouvais que c'était un bon slogan à l'époque. Aujourd'hui, Grégory Doucet, ça lui tombe en plein dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, voir des tentes et du sans-abrisme partout j'allais dire Vénissieux, je trouve l'habitude. Dans l'agglomération. Dans Lyon, rien qu'en venant ici, j'ai vu des tentes de partout. Sous les ponts, en arrivant, ça ne les gêne pas. Et par contre, prendre un gymnase
et empêcher les danses rythmiques sous le soleil des enfants de Bobo, ça les perturbe. Donc directement, ils les ont mis dehors. Et après, Damien nous expliquait qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. C'est les écologistes, quoi. Et ils ont fait des textes disant qu'ils étaient contre la ségrégation scolaire. La première chose qu'ils ont fait, c'est créer le collège le plus ségrégé du Rhône. Donc on va dire qu'ils ne suivent pas vraiment ce qu'ils pensent véritablement. Mais moi, je pense que oui, que Doucet a perdu son âme et qu'il va perdre ses élections derrière. Parce que si ses électeurs, à lui reprochent, ce n'est pas ceux de droite qui vont voter pour lui et pour le remercier de cette action. C'est une séquence qui est difficile, hein, Raphaël, pour la majorité. Oui, alors de là qu'ils perdent les élections, je pense qu'il y a quand même un sacré pas. Mais ce qui se passe, c'est que quand un collège en activité, avec des enfants qui sont en train de faire de l'activité sportive, est envahi à ce moment-là, c'est normal que le maire de Lyon réagisse pour dire que c'est pas possible, ou alors il n'est pas responsable devant ses électeurs. C'est toute la difficulté en fait de vouloir travailler avec des collectifs militants. Il y a une vraie différence entre faire des partenariats avec des associations qui peuvent, elles, s'engager sur de la prise en charge, sur laquelle on peut responsabiliser, et puis des collectifs militants qui, par nature, sont dans la surenchère, puisque c'est leur objectif politique d'être dans la surenchère. Ils sont là pour faire en sorte d'interpeller la société, aller plus loin sur les situations d'hébergement. Ce qui est difficile à admettre pour un politique, c'est ses limites. Et on peut faire le reproche à Grégory Doucet. Quand il annonce 0 enfant à la rue, lui, il le voit comme une ambition en disant « je ne peux rien dire d'autre parce que humainement, je ne peux rien dire d'autre, on doit faire cette politique-là ». Mais ça manque d'honnêteté politique, d'être capable de dire « mais en fait, je ne suis pas capable de ». On peut faire le même reproche, à l'époque on l'avait fait à Lionel Jospin, on pourrait le faire à Emmanuel Macron, qui était parti aussi pour dire qu'il voulait personne à la rue. En fait, derrière la noblesse de la proposition, il y a un manque d'honnêteté politique et de savoir dire aux gens, mais écoutez, en fait, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire. Alors mais eux, ils ne le savaient pas qu'ils n'y arriveraient pas, comme ils l'ont dit. Peut-être, alors que dans ce cas, c'est un apprentissage. Eux, leur discours, c'est de dire qu'ils n'ont pas changé depuis le début. Ils font ce qu'ils peuvent, c'était leur ambition, mais il n'y a rien de changement. Ce qui a changé, ce serait les collectifs. Non, les collectifs, ils sont forcément dans la surenchère. Donc ça n'a pas changé. Et le discours un peu dérivatif, c'est de dire c'est la faute d'une autre compétence. Ils ont raison de dire que c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui a la compétence sur l'hébergement d'urgence. Et c'est aussi l'État, disons-le, qui a toutes les compétences migratoires. Il ne les a pas du tout, la ville. Donc la ville, elle n'est pas du tout en situation de gérer ce type de situation. Mais en réalité, l'État, même s'ils étaient à la tête, si Grégory Doucet était élu président de la République, il ne ferait pas des miracles non plus dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une malhonnêteté dans le discours d'origine, ou alors, effectivement... Ou une naïveté, ou alors comme vous voulez. Une naïveté, oui, mais c'est inquiétant, parce que quand on vote pour des gens qui ont un discours programmatif comme ça touche les autres aussi, qui vous annonce en gros tout va être parfait. Je me souviens de François Hollande annonçant 0 chômeur au bout de 2 ans de mandat de sa présidentielle. Les gens y croient. Et puis au moment, c'était l'inversion de la courbe. C'était plus l'inversion de la ambitieux courbe. que ça. Et puis oui, je vous rappelle qu'il a lancé le débat sur le mariage pour tous pour faire oublier ses résultats économiques. C'était dans son programme. On peut lui reprocher de ne pas l'avoir fait tout de suite. Il a décidé de lancer à un moment précis. Est-ce que ça l'arrangeait? C'est une façon de détourner l'attention, mais ce qui est inquiétant avec des candidats comme ça, c'est que vous avez des candidats qui sont d'une naïveté absolue et qui découvrent la vie après 3-4 ans de mandat et qui aujourd'hui sont embourbés parce qu'ils ont un discours qui est complètement contradictoire avec ce qu'ils font. Je ne les blâme pas, ils n'ont pas la solution. On peut dire que ce soit complètement contradictoire. C'est complètement contradictoire. On ne peut pas dire on intervient parce que ces gens vont contre la loi, et d'un autre côté, quand des gens vont bloquer les autoroutes, dire ils ont raison de le faire parce que vous comprenez, il y a des choses à dénoncer. Donc, et eux, on les appelle effectivement à continuer. Ou alors quand on a un tableau qui est bousillé au musée des Beaux-Arts, presque à applaudir des deux mains en disant ouais, on peut comprendre. D'abord, il n'a pas été bousillé, et ensuite, ils n'ont pas applaudi. C'est Nathalie Perrin-Gilbert. C'est l'acte qui compte, c'est pas le résultat. Donc aujourd'hui, on a quand même un discours qui est ultra contradictoire. Effectivement, ils sont en train de s'embourber dans un discours contradictoire parce que ils peuvent pas, ils sont perdus. Et en plus, on nous envoie une adjointe qui, ça y est, réapparaît après les problèmes qu'elle a eus, qui n'est pas tout à fait exemplaire dans la propre gestion de ses appartements avec ses locataires, qui aurait dû être déchue
En tant qu'adjointe, Déchu. alors on aurait dû lui passer autre chose que les solidarités, parce qu'elle aussi, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc je suis désolé, il y a un vrai problème, quoi. Et là, ils sont vraiment dans une phase d'apprentissage, c'est un peu tard pour apprendre, je pense. Et je pense que les électeurs lyonnais sont en train de s'apercevoir qu'on a des gens qui ne sont pas compétents à la tête de la ville. Juste pour clore le sujet, Romain, rapidement, est-ce que les écologistes ne sont pas enfermés dans une pression exercée par les collectifs, que ce soit la métropole avec la ville à vélo, par exemple, qui compte beaucoup plus de membres que Jamais sans toi? Est-ce qu'ils ne donnent pas trop d'importance à ce que pensent d'eux ces collectifs qui manifestaient à côté d'eux avant qu'ils accèdent au pouvoir? C'est, dans un sens, si, ils donnent beaucoup d'importance, mais c'est quand même une bonne chose. Non, ils viennent de là, c'est leur ADN Mais est-ce qu'ils sont aux manettes pour faire plaisir à ces collectifs ou pour gérer une ville et son tout? C'est-à-dire qu'il y a tellement de résistance en face des gens qui ne veulent pas, qui aient des travaux et qui veulent pouvoir se garer de ça. Il y a tellement de résistance que s'ils ne sont pas portés par ce collectif, qui va les protéger? Et qui va faire qu'ils vont mener à la fin, pour 2026, une ville où il y aura moins de voitures? Et ce sont, pardon, des collectifs. La ville à vélo, c'était 100 adhérents avant l'élection. Et on ne fait pas une politique, on s'appuie. Il y a beaucoup de partis politiques qui seraient contents d'avoir une centaine d'adhérents. On a des gouvernants qui s'appuient sur des collectifs qui sont des ultra-minoritaires et qui appliquent à la ville de Lyon, qui font subir à la ville de Lyon le poids de collectifs qui représentent 30, 40, 50 personnes. Et la ville à vélo, c'est le meilleur exemple, puisqu'il y avait 100 adhérents avant l'élection municipale métropolitaine. Oui. Non, ils étaient 102. J'avais reçu le président Bagnon dans mon bureau à l'époque. Ils étaient 102 adhérents et ils ont pesé sur la politique de la ville pour 5 ans. Je ne dis pas que tout ce qui est fait n'est pas bien. Je dis qu'effectivement, quand on gouverne une ville de 510 000 habitants, on ne peut pas faire une politique uniquement pour une centaine de personnes. Allez, on avance, mais Raphaël, juste rapidement sur le sujet. Non, mais il ne faut pas confondre. Les collectifs, ils ont un pouvoir qui est symbolique, qui est Oui, politique, mais à force de leur l'action, dire on va être avec vous, on va tout faire avec vous, à un moment, le pouvoir de la bloqué. parole. Mais là où je suis tout à fait d'accord, c'est que tous ces collectifs-là, ce sont des aiguillons. Et ils en ont vraiment besoin pour avancer. Et alors, vous verrez que sur la question du vélo, vous dites qu'ils ont beaucoup de pouvoir depuis longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on fait les pistes cyclables. Jusqu'à présent, on n'était jamais capable de faire une piste cyclable que les vélos utilisent. C'est une piste cyclable qui va d'un point A à un point B et qui soit utilisable par les vélos. Là, ces collectifs-là, ils les aident en réalité, même s'ils les agacent beaucoup, ils les aident à faire une mesure je pense que sur les voies lyonnaises, ce sera la mesure qu'on retiendra des écologistes à la fin du mandat et celle sur laquelle ils auront un vrai bilan. Allez, on passe à notre deuxième sujet. La majorité de Grégory Doucet qui est donc perturbée par cet épisode des gymnases évacués, par la destitution de Nathalie Perrin-Gilbert, mais aussi par les défections. La dernière en date, en début de semaine, c'est celle de Véronique Dubois-Bertrand. Elle était maire du 3e arrondissement et elle a dit stop au bout de 4 ans, estimant être allée au bout de ce qu'elle pouvait faire. Avant elle, il y avait eu d'autres départs, notamment d'adjoints, Nicolas Husson, Florence Delaunay, Victoire Gousse. Alors est-ce que plus que jamais, on peut déterminer que maire d'arrondissement à Lyon, c'est un poste épuisant qui ne sert à rien, ou alors le mal est ailleurs? Moi, je suis persuadé que ce n'est pas une défection. Moi, je suis persuadé qu'on lui a demandé de quitter son poste. Et pourquoi on aurait fait ça? Avant, aujourd'hui, le maire du 3e, qui est quand même le plus gros arrondissement en nombre d'électeurs, je ne savais pas c'était qui. Le nom, c'est Véronique Dubois-Bertrand. Oui. Je l'ai appris hier. Quand tu m'as envoyé les questions, je ne savais pas c'était qui cette pauvre dame. Donc j'ai regardé, j'ai vu à peu près, j'ai l'impression que c'est une personne qui était passée à travers un petit peu de son poste médiatiquement. Je ne dis pas, elle faisait peut-être un super boulot. C'était pas la plus médiatisée. Voilà, elle faisait peut-être un super boulot à l'état civil, parce qu'a priori, un maire d'arrondissement, ça ne sert qu'à ça. Mais on n'a jamais entendu parler d'elle. Moi, je pense qu'ils l'ont débranchée, parce qu'ils se sont dit, vu qu'avec la modification de la loi PLM, ça ne va pas être le minoritaire qui va gagner, ça va être le majoritaire au final. Il faut qu'on récupère un maximum de voix là où il y en a. Et dans le 3e, il y en a. Donc ils vont peut-être placer quelqu'un qui est plus intéressant. Oui, parce que faire déplacer quelqu'un de maire d'arrondissement pour devenir, même pas adjoint à la culture, conseiller à l'adjoint à la culture, c'est pas officiel encore. Ça va être ça. Ça va finir, elle va finir comme ça. S'il débranche tous les gens que vous ne connaissez pas comme maire d'arrondissement, il va être obligé de débrancher tout le monde. Je pense qu'ils se sont dit, ça va être un poids pour nous pour cette élection, on doit la débrancher. On a besoin d'elle, elle a peut-être un intérêt du point de vue culturel, elle s'y connaît peut-être un petit peu, on va la mettre dans un endroit qu'elle va nous servir à quelque chose. Okay. Mais quoi qu'il en soit, maire d'arrondissement, la preuve, c'est que ça ne sert à rien. On devrait faire comme à Toulouse, il n'y a pas de maire d'arrondissement, ça marche très bien. Et il n'y a pas d'arrondissement à Toulouse aussi. Il n'y a pas d'arrondissement. Il y a un maire qui est élu majoritairement, stop. Et après, c'est lui qui place les gens qu'il a besoin pour pouvoir l'aider dans son... Enfin, il n'y a pas qu'à Toulouse.
Oui, mais Toulouse est une ville à peu près, on va dire, similaire à Lyon. Raphaël. Non, mais moi, j'aimerais défendre le rôle des maires d'arrondissement, parce que Ouais. c'est effectivement les maires d'arrondissement ont très peu de pouvoir, et on en vient beaucoup, régulièrement, on va nous dire qu'il faut des réformes, faire en sorte qu'on concentre les pouvoirs sur peu de gens, et je pense que c'est une vraie erreur, parce que je conçois que pour un maire d'arrondissement, ce soit très frustrant. Pour un élu d'arrondissement, des adjoints d'arrondissement, je conçois que ce soit très frustrant. On passe son temps à se prendre des coups et on a très peu de compétences en face. Mais le rôle auprès des citoyens, il est énorme. Parce que ce sont tous à Lyon, les gens connaissent leurs adjoints d'arrondissement. Quand ils ont un problème en culture dans un arrondissement, ils connaissent l'adjoint à la culture de l'arrondissement. C'est eux qui vont voir, et ce sont ces élus qui sont les intermédiaires, qui vont leur expliquer comment fonctionne la démocratie locale, qui vont les accompagner dans leur démarche. Vous les supprimez, et parce que la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez reculer le pouvoir, que les adjoints au maire, ils ne vont pas pouvoir se démultiplier comme ils le sont aujourd'hui. Donc, en fait, ils seront inaccessibles. Vous aurez des élus qui auront certes plus de pouvoir, mais je trouve qu'il y a aussi même une vertu à ces arrondissements. C'est aussi une école de la démocratie pour des élus. C'est sain de commencer avec un rôle extrêmement modeste, pas payé ou à peine payé. Ça dépend à quel rôle on est. Enfin, on a quand même, vu le taux d'engagement, on peut dire que c'est à peine payé, où on a très peu de responsabilités, mais par contre, on a toutes les attentes des citoyens. Et ben, je trouve que c'est plutôt sain, ça joue un rôle. Et chaque fois qu'on a voulu supprimer ces échelons-là, en fait, on se prive finalement de gens qui sont des militants de la citoyenneté, de travailleurs sociaux. Pareil avec les départements, on dit, ce serait mieux de les supprimer. C'est négliger le rôle du conseiller général, même s'il n'a pas énormément de pouvoir en lui-même, mais qui peut jouer un énorme Je peux poser rôle une auprès des question? citoyens. Il s'appelle comment le maire du 9e? Anne Bréban. Voilà, non mais on en est là. C'est quelqu'un qui est là, qui est dans la politique et qui a une grande connaissance, etc. On les connaît Donc pas. faut la débrancher aussi. Non, On va mais on est dedans, connaissez votre on est censé Non, mais on va pas la débrancher, connaître- parce qu'on la Non, connaît mais on pas. est censé connaître un minimum ces gens. Non, Mais c'était je peux pas un vous test assurer- extrêmement. Je peux vous assurer que quand vous êtes dans une association, vous avez une ambition culturelle, sportive dans le 9e arrondissement, vous connaissez très bien le maire du 9e arrondissement, vous connaissez un certain nombre d'adjoints et un certain nombre d'élus que, évidemment, que si vous êtes dans le 8e, vous ne connaissez pas. Non, mais les sénateurs, par exemple, de Lyon, on va pas parce qu'on Non, ne les mais- connaît pas, on va pas débrancher toute la démocratie parce qu'on ne c'est connaît pas les simplement noms. pour expliquer que ces gens, ils ont tellement peu de pouvoir, tellement peu de reconnaissance, tellement peu de visibilité, qu'aujourd'hui, il est où l'intérêt? S'il n'était pas maire, s'il n'était pas maire, s'il était conseiller du maire principal de la ville de Lyon, Donc c'est ça un poste serait admirable. exactement la même chose. Ça serait la même. On en est là, on les connaît pas. Pourquoi on leur donne des petits trucs, des petits froufrous, on leur fait penser aux gens qu'ils ont une importance, ces gens-là? Dans les quartiers, les gens les connaissent. Mais oui. Damien. Beaucoup plus que les associations de quartier ou que les conseils de quartier, toutes les mesures de démocratie participative. Là, effectivement, les gens ne les connaissent pas et ce sont des collectifs militants d'une centaine de citoyens mobilisés qui les connaissent. moins, c'est ouais. tout. Mais par contre, les maires d'arrondissement, si, ils sont connus. Damien. Ils sont connus. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Raphaël sur l'utilité des arrondissements et d'avoir des élus de proximité. Et je le rejoins sur l'apprentissage de la démocratie, l'apprentissage du job, entre guillemets. C'est vrai que ça me paraît très important. Si on n'avait plus ces arrondissements, la ville serait déconnectée de ses habitants. On ne peut pas décrocher son téléphone et appeler Gérard Collomb ou appeler Grégory Doucet. Même comme ça. Gérard Collomb, c'est En pas facile, revanche, on ne pouvait pas le faire à l'époque. En revanche, c'est vrai qu'on peut joindre ses élus d'arrondissement, on peut joindre son maire d'arrondissement. Souvent, ils donnent leur téléphone portable. Excuse-moi, je peux joindre personne à Vénissieux, du premier adjoint au conseiller Mais le plus vous, bas. c'est parce que vous êtes- Non, mais ça change pas. C'est Si pas. vous êtes mal vu, vous. Non, mais n'importe qui ne peut appeler personne, aucun adjoint, bien sûr. Les élus que je connais à Lyon sont des gens qui sont joignables et qui sont à disposition de la population et qui bien souvent ne sont pas rémunérés et qui font ça par plaisir aussi d'être au contact de la population, de les accompagner. Moi, si on en revient à la démission de la maire du 3e, alors ça peut être une stratégie, une manœuvre politique, et puis ça peut être un épuisement. Être maire d'un arrondissement, c'est épuisant. Quand j'étais directeur de cabinet à la mairie du 6 et que je faisais 300 mètres avec Pascal Blache, on pouvait mettre 1h30 pour les faire, parce qu'on est accroché dans la rue tout le temps. Aujourd'hui, je travaille à Bron avec Jérémy Bréau. Quand on traverse la rue, on va mettre 20 minutes. Les gens C'est dangereux, ça, quand s'arrêtent, même. vous serrent la main, vous félicitent, vous posent une félicitent. question, vous demandent un service, vous engueulent, vous êtes à Voilà. Non, mais il y a tout. Hein. Il y a des gens qui vous félicitent. Le panel est vaste. Et donc,
C'est un vrai travail fatigant. Et d'abord, les maires d'arrondissement ne sont pas très très bien rémunérés, contrairement aux idées reçues. Je crois qu'ils touchent 1 200 € par mois. Si on fait ça à temps complet, honnêtement, c'est pas cher payé. Les adjoints, c'est 1 200 € brut, ça doit faire 900 € net mensuels. Adjoint d'arrondissement, c'est un sacerdoce. Donc je peux comprendre que des élus soient épuisés et disent je jette l'éponge. Après, il y a peut-être une manœuvre politique derrière. Je n'ai pas tout à fait saisi la manœuvre politique, je n'ai pas bien compris. Effectivement, et là où je rejoins Farid, les maires d'arrondissement à Lyon aujourd'hui sont d'illustres inconnus, à part Pascal Vache qui a plus d'ancienneté, parce qu'il a déjà eu plusieurs mandats, et Pierre Oliver, parce qu'il est patron de l'opposition et qui pousse des coups de gueule. Historiquement, moi je connaissais les maires d'arrondissement de tous les arrondissements. C'est des gens qui avaient une vraie visibilité, à qui on laissait la parole, qu'on laissait agir dans le paysage politique. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, plusieurs mandats. Et je me Oui, trompe c'était le peut-être. 17e mandat que vous les connaissiez. Peut-être qu'aujourd'hui, on a une équipe municipale à Lyon qui éteint ces gens-là et qui les empêche de s'exprimer et de se faire connaître. C'est pas impossible. Je dis peut-être, hein, il y a un point d'interrogation derrière. Je trouve ça dommage parce que quand on est un électeur, on a besoin d'un référent et de le connaître. Là, donc je rejoins effectivement Fred. C'est vrai, quand on est dans un arrondissement, qu'on a une assoce et qu'on a besoin d'une subvention, d'une salle, on connaît son adjoint à la culture, évidemment. Le 3e arrondissement, c'est l'équivalent de Nouméa comme ville. C'est un tout petit peu plus gros que Mulhouse ou que Nancy, le 3e arrondissement. Quand vous êtes maire du 3e arrondissement, vous êtes très 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 loin d'avoir les prérogatives du maire de Toulouse, non pas de Toulouse, d'accord, de Mulhouse ou de Nancy ou de Nouméa. Donc vous êtes effectivement en permanence face aux demandes des habitants et vous n'avez rien pour y répondre sauf dire je transmettrai. Donc bon, alors c'est évident qu'elle est épuisée, c'est très peu probable qu'il y ait une manœuvre politique parce que si c'est une manœuvre politique, c'est tellement intelligent que personne ne voit quelle est la manœuvre. Donc, ou alors c'est un génie, on va voir un truc incroyable. Mais je pense que c'est une fille qui n'avait pas du tout l'intention de faire de la politique, qui était sans doute une fille très, très militante et tout ça, qui a été appelée par Grégory Doucet parce qu'ils ont gagné, ils étaient sidérés d'avoir gagné, et que 4 ans après, elle est épuisée. C'est juste ça, elle n'était pas faite pour faire de la politique, et c'est tout à fait normal. Et c'est remarquable que quelqu'un qui venait du mouvement citoyen se dévoue pour prendre des baffes pendant 4 ans, et se dise au bout d'un moment, je vais arrêter. Raphaël, plus court que court. La manœuvre politique, elle est simple. Hein. On est à 2 ans des municipales. Elle n'a pas pris tout à fait à la fonction de son rôle. Elle n'a pas envie de continuer. Donc elle n'a pas envie de mener la liste dans le 3e arrondissement et la bataille dans le 3e arrondissement. Donc il y a eu une discussion entre elle et le maire de Lyon. Est-ce que le maire de Lyon l'a demandé? Il dit que non, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était la décision commune, on va dire, et qui paraît naturelle. Si elle ne veut pas mener le combat dans 2 ans, il faut faire monter quelqu'un d'autre. Pas de coup tordu. 3e sujet qui concerne le dîner des sommets. Je pense que tous ou presque autour de cette table ont déjà pu réagir à cet événement organisé il y a 2 ans au Château de la Chaise dans le Beaujolais, aux frais de la région. Le rebondissement cette semaine, c'est le tribunal administratif de Lyon qui donnait 15 jours à Laurent Wauquiez pour communiquer les noms des invités au groupe socialiste. Et plutôt que de s'exécuter, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire appel. Alors à quoi joue Laurent Wauquiez, Raphaël ? C'est une vraie question. Il y a deux sujets, je trouve, dedans. Le premier, c'est quand même la législation sur la transparence des documents publics en France. Quand même, elle est défaillante, il faut le dire. C'est pas normal qu'au bout de 2 ans, on soit encore à aller devant le tribunal administratif et va falloir faire appel pour que peut-être dans 3 ou 4 ans, on ait juste une liste d'invités. Il y a quand même beaucoup de pays qui fonctionnent sur un principe inversé, c'est-à-dire que les documents publics sont rendus publics. En France, par principe, c'est public, mais il faut le demander pour l'obtenir. Et puis, donc, on pourrait avoir l'inverse, c'est-à-dire que non seulement ils sont publics, mais ils sont rendus publics, c'est-à-dire qu'ils sont mis en ligne. Et puis, quand l'administration ne veut pas les mettre, elle ne les met pas, et là, on les demande. Donc, ça, c'est pour la question du fonctionnement. Et après, sur le Wauquiez, c'est une vraie question. Pourquoi il fait durer cette histoire? Parce que... Forcément, c'est suspicieux. Je ne crois pas... Non, mais... C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas se dire qu'il n'y a rien à cacher. Il peut la faire durer, il ne peut pas la faire durer jusqu'à la prochaine présidentielle. Les procédures, elles sont ce qu'elles sont en France. D'abord, on fait appel à la commission d'accès aux documents administratifs. Elle se prononce dans les normalement 3 mois, mais c'est plutôt 6 mois, 9 mois. Ensuite, c'est le tribunal administratif, ça prend 1 an. Ensuite, c'est la cour d'appel, ça prendra maximum 1 an. Et derrière, il sera obligé parce qu'il sera condamné. Non, il y a le Conseil d'État encore. Et encore Conseil d'État qui peut prendre 2 ans. Moi, je pense qu'il arrive au présidentiel détendu. Bon, il arrive à détendu à 3%, mais il arrive au présidentiel détendu. Je pense qu'il ne les aura pas donné, la liste.
Ah, je me trompe peut-être. Ouais. Peut-être. Moi, j'ai demandé, parce que je ne suis pas très très bon dans ça, je me dis, il joue à quoi? Moi, Il va j'ai aller jamais jusqu'au bout, le j'ai mec. jamais vu une procédure. Non, mais j'ai j'en jamais ai vu fait un que- certain nombre de procédures comme ça, et je vois pas comment. Parce que quand même en appel, il peut être condamné à l'amende si c'est pas appliqué. Ouais, mais Je vois pas comment il le fait traîner aussi longtemps. on ne peut-être sait pas que je me pourquoi il le fait déjà. Pour moi, c'est incompréhensible. Il a invité Fidel Castro. Je sais pas Ah, ce mais qu'il non, c'est comme Gérard Collomb. Non, mais je sais pas ce qu'il fait. Je pense même pas qu'il y ait un truc extraordinaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a un côté autoritaire, qui dit non, je les donnerai pas. Je suis comme ça. J'ai décidé au départ que je les donnais pas. C'est pas moi qui paye les avocats. Je m'en fous. C'est pas moi qui paye les amendes. Je m'en fous. Je vais jusqu'au bout de l'histoire. J'ai une autre hypothèse, c'est qu'il considère que c'est un chiffon rouge qui agite son opposition, mais que ça ne lui fait pas de tort électoralement. Parce que possiblement. ça lui permet. Il a sa réponse. Moi, je défends les entreprises. Ça a choqué au départ. Maintenant, l'histoire elle est connue, et il préfère finalement, c'est autant d'occasions de se réexpliquer, de défendre sa cause. Même, moi, je suis totalement d'accord avec Raphaël sur un truc. On a un énorme problème de transparence. Je donne un exemple. Je reviens sur Vénitieux. Ah oui, Oui, ça fait longtemps qu'on j'aime n'avait pas ça, parlé quoi. de Vénitieux. Ouais. J'ai demandé à avoir accès à la déclaration patrimoniale de Michel Picard, vice-présidente de la métropole, maire de la 3e ville du Rhône. Eh bien, j'y ai pas accès. C'est un élu local. Un élu local, on n'a pas accès au patrimoine. C'est-à-dire que si elle modifie ce qu'elle n'a sans doute, ce qu'elle n'a jamais fait, hein, Même en préfecture? même en préfecture, j'y suis allé détendu, j'ai les papiers. On m'a dit non, c'est un élu local. Vous avez accès à ce qui est en ligne sur sa déclaration de revenus, D'intérêt. mais pas patrimonial. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir, moi, aujourd'hui, lorsqu'elle modifie le PLU sur Vénitieux ou qu'elle a accès et qu'elle rend constructible un terrain, si, quand elle le rend constructible, ça l'enrichit, elle, parce que je n'ai pas accès à son patrimoine. Je ne sais pas si elle est propriétaire de ce terrain-là. Donc moi, en tant qu'élu, je n'ai pas la possibilité de dire c'est légal, c'est pas légal, elle s'est enrichie, elle s'est pas enrichie. Je n'ai pas accès. Même si elle est vice-présidente de la métropole, même si elle est maire de la 3e ville du Rhône. Personne n'y a accès. C'est la seule personne qui a accès, c'est quelqu'un à la préfecture qui décide politiquement si ça vaut le coup de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais moi, je n'y ai pas accès. Il y a un vrai problème de transparence. Romain, pour revenir sur le dîner des sommets. Oui, le dîner des sommets. Là, je veux dire, je suis pas d'accord avec l'idée que c'est pas nocif pour la campagne présidentielle de Wauquiez de faire traîner cette affaire. Bon, déjà, je crois qu'il n'y a pas d'appel. Donc déjà, la région qui dit on va faire appel, il n'y a pas d'appel dans procédure administrative quand le tribunal Oui, administratif on donne. change de juridiction. On change de juridiction. Il y a une cassation possible, mais il n'y a pas d'appel. Donc déjà, ils répondent ça, on se dit oula. Et puis ensuite, bon, alors par ailleurs, le dossier est au pénal puisque le parquet national financier s'est saisi d'une partie de l'affaire. Je ne vois pas comment on peut aller au présidentiel en traînant un truc pareil qui fait à chaque fois pécure de rappel sur on a dépensé 1100 euros par personne pour ces gens secrets. Là, il y a quelque chose qui m'échappe complètement. La stratégie, elle est évidemment très pernicieuse, c'est-à-dire que les gens vont finir par associer Laurent Wauquiez, enfin les gens au niveau national, s'il veut se présenter en 2027, je ne vois pas comment il va faire pour pas traîner ça comme un boulet. Donc ça m'échappe complètement. Et Damien, pour finir. Alors moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense qu'on fait dans cette liste, il n'y a rien à cacher, il y a une centaine de personnes, ils se connaissent tous les uns les autres, il y a des fuites partout sur les gens qui y étaient. À mon avis, il fait traîner parce que justement, il agite le chiffon rouge, il se dit comme ça occupe bien l'opposition, le jour où la liste elle sortira. À mon avis, il y a pas de... c'est la seule stratégie. Ça sortira peut-être avant la présidentielle, mais c'est pas grave, il aura occupé son opposition avec ça. Juste sur le dîner des sommets, je lisais l'autre jour sur le site de Lyon Mag, je lisais des commentaires de gens qui font un comparatif effectivement avec Macron qui reçoit des chefs d'entreprise à Versailles. Alors vous allez me dire, ça peut être un peu douteux. La démarche est la même. On ne sait pas combien ça coûte de recevoir des chefs d'entreprise du monde entier à Versailles, mais la démarche c'est exactement la même que le dîner des sommets. Mais pas du Je tout. reçois des gens. Dans un cas, c'était très public et dans l'autre, c'était secret. Je parle de la démarche d'origine du dîner, c'est-à-dire Mais je ça change reçois des gens, je les reçois bien, et l'idée effectivement c'est que derrière, on travaille ensemble, etc. etc. Et j'en viens au sujet de fond. Pourquoi c'est secret? C'est la vraie question, elle est Voilà, là. c'est ça. Pourquoi c'est secret? C'est ça qui interpelle en Bien réalité. sûr. 1000 euros par tête, 1100 euros par tête, c'est très cher. Je ne sais pas ce que ça peut coûter à Versailles. La question qui se pose, c'est pourquoi pas de transparence tout de suite et dire voilà qui j'ai invité et pourquoi, et problème réglé. On n'en parlerait plus. Je ne comprends pas la stratégie. Ah oui, Allez. personne ne comprend.
Moi non plus. Ah bah voilà. À la demande de Romain Mels, c'est un petit jeu du pronostic pour finir la semaine prochaine. Ce sera le conseil municipal de toutes les peurs à Lyon. On attend toujours de connaître l'identité de la future adjointe à la culture, de savoir qui sera récompensé pour avoir lâché Nathalie Perrin-Gilbert. Alors Romain, vos informations exclusives, on les attend. Non, mais pas du tout. Moi, j'ai juste. Moi, si j'étais Grégory Doucet, je proposerais à Georges Képénébian de prendre la culture. D'accord. Ouais. Parce que visiblement, il a l'habitude d'avoir quelqu'un qui est dans l'opposition à ce poste. Ouais. Et en plus, Georges Képénébian, il était adjoint à la culture. Ok. Mais C'est inattendu. Marielle Perrin. c'est qui celle-là? On la connaît pas, donc comme on est tous freelance, on est. C'est une vraie personne Ouais, c'est une vraie personne. J'ai regardé. Marielle Perrin. Ouais, je lui dis tiens, elle Elle est maire du 9e? Non, je crois que je sais pas ce qu'elle fait. Elle est conseillère quelque chose. J'ai regardé sur le site. On m'a demandé un nom. Et comme je sais que eux, c'est qu'une histoire de militantisme et qu'ils s'en foutent, c'est qui en face. Je lui dis Marielle Perrin. Elle a l'air sympa. Ça lui fera plaisir d'être cité. Raphaël. Audrey Enoch. Je pense que ce sera le choix de la responsabilité de quelqu'un qui est apprécié partout où elle va. En fait, elle est respectée. Et dans le milieu de la culture, avec qui ça peut être un peu compliqué, ça me semble le choix qui se dégage, avec peut-être une adjointe déléguée. Chloé Vidal, peut-être. Ça pourrait être Véronique Dubois-Bertrand. Non, ce ne sera pas elle. Damien. Il n'est pas obligé de renommer un adjoint. Pas tout de suite. Alors, ça ferait effectivement, bizarre, quand même. c'est le deuxième poste financier de la ville de Ah ben Lyon. voilà. On va y venir, mais il n'est pas obligé de le renommer tout de suite à ce conseil municipal. Donc, Ah il va peut-être prendre le temps. Puis, il n'est pas obligé au conseil municipal d'après. Il peut peut-être prendre le temps. Non, mais d'accord, mais à la fin. Mais s'il n'a pas la solution, il peut prendre son temps. Ce n'est pas une obligation de renommer Non, mais d'accord. un adjoint immédiatement. Donc, moi, honnêtement, je suis incapable de vous dire qu'il va nommer. Ok. D'un point de vue stratégique, j'irais prendre quelqu'un qui a une couleur politique différente de la mienne, effectivement, pour Voilà. rassembler. C'est ce que je ferais. Après, je vais rebondir sur ce que dit Farid. Tous ces gens étant d'illustres inconnus, de toute façon, je suis incapable de vous donner un nom, je ne les connais pas. Bah, Muriel, il la connaît. Donc, je on connais verra. pas. On verra. Marielle. Mais Ah, pardon, Marielle. Pardon, Marielle. voilà, ça sera elle. Marielle Perrin. Perrin. Juste à un moment donné, On est avec toi, s'ils ne Marielle. vont pas sur la culture, ils ne sont pas allés à la métropole déjà, toujours le donner à des partenaires, ça pourrait donner le sentiment que les écologistes ont peur de la culture et qu'ils n'ont pas de politique culturelle. C'était un sujet sur lequel ils étaient un peu accusés pendant la campagne. Ils gagneraient au contraire c'est vrai, à la Raphaël, prendre en main. le risque de ne pas donner un petit peu aux gens avec qui on travaille, c'est qu'ils finissent par tous partir derrière Nathalie Perrin-Gilbert ou qui claquent la porte pour d'autres raisons. Donc, dans une équipe, c'est un peu, je t'en donne un peu ici ou là. Ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas demandeurs. S'ils sont tous partis, c'est peut-être qu'ils vont avoir quelque chose à côté. Hein. Bah oui. Il y a plein de choses, il n'y a pas que la culture. qu'on Et peut donner, Marielle Perrin, Oui, ça, alors, c'est une Non, vraie professionnelle. je crois que personne n'est parti de la majorité parce que c'est beaucoup trop tôt par rapport aux élections municipales 2026. et que C'est un en peu réalité, les partenaires de la majorité, ils ne demandent rien de particulier parce que c'est un poste extrêmement exposé. Aller prendre la succession de Nathalie Perrin-Gilbert qui reste au conseil municipal, Ah oui. il y en a plusieurs qui disent c'est peut-être pas la meilleure place. Oui, oui. Non, Sauf mais Marielle Perrin qui a la compétence. la culture. C'est pour ça qu'il n'y a certainement pas le feu lac. On aura un jeu de chaises Du musical, peut-être, hein, tout simplement entre plusieurs adjoints. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait un adjoint nommé au prochain conseil municipal. Mais si. Allez, on est arrivé à la fin de cette émission. Marielle. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.